Ma mère a posé ses mains manucurées sur la nappe blanche immaculée du restaurant, a pris une inspiration théâtrale et a prononcé la phrase qui allait détruire ma vie telle que je la connaissais. Élodie a des enfants, Morgane. Toi, tu n'as rien. C'est pour ça qu'elle aura l'entreprise. Juste comme ça. En une seconde, ma société de 5 millions d'euros, l'espace vert, l'œuvre de mes 15 dernières années, mes nuits blanches, mes sacrifices, tout cela était balayé. Offert à ma petite sœur sur un plateau d'argent. J'ai senti mon sang se glacer, puis bouillir. J'ai regardé ma sœur, qui souriait avec cette suffisance insupportable. J'ai pris mon stylo. J'ai souri en retour. Et j'ai signé. Elle pensait avoir gagné le gros lot. Elle ne savait pas qu'elle venait de signer leur propre arrêt de mort financier. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré la chute la plus spectaculaire de l'histoire de ma famille, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Je vous écris depuis mon bureau à Lyon, où la pluie bat contre les vitres. Et vous? De quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? Quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi dans les commentaires, j'adore lire vos messages avant de plonger dans le chaos. Ce jour-là, il pleuvait aussi, une pluie fine et glaciale typique du mois de novembre à Lyon. J'étais arrivée au Bouchon des Cordeliers, un restaurant traditionnel et huppé où nous avions l'habitude de célébrer les grandes occasions, avec 10 minutes de retard. Je portais encore mes bottes de chantier couvertes de poussière de calcaire et une veste imperméable tachée de boue. Je venais de passer 3 heures sous la bruine à superviser la pose de dalles en pierre de Bourgogne pour un client exige dans les Monts d'Or. J'étais épuisée, mes muscles me faisaient mal, mais j'étais heureuse. Le chiffre d'affaires de l'espace vert avait atteint un record historique ce trimestre. Je pensais naïvement que ce déjeuner avec ma mère, Chantal, et ma sœur, Élodie, était organisé pour fêter cette victoire. Ou peut-être pour discuter enfin de l'ouverture de notre nouvelle agence à Paris, un projet qui me tenait à cœur. Quelle naïveté impardonnable. Quand je suis entrée dans la salle chaleureuse, sentant l'odeur de saucissons briochés et de vin rouge, elles étaient déjà assises. Le contraste était violent. Ma mère, impeccable dans son tailleur Chanel vintage gris perle, les cheveux parfaitement bruchés, sirotait un verre de Côte-du-Rhône. À côté d'elle, Élodie. Ma petite sœur de 35 ans. Elle portait une robe de créateur neuve qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, et elle était occupée à retoucher son rouge à lèvres dans le reflet de son couteau. Elle n'a même pas levé les yeux quand je me suis assise. « Tu es en retard, Morgane » a dit ma mère sans préambule. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu? Juste le reproche habituel, froid et coupant. Désolée, maman. Le chantier de Monsieur Dupuis a pris du retard, il y avait un problème complexe avec le drainage, ai-je répondu en commandant un café noir serré au serveur qui me regardait de haut à cause de ma tenue. Toujours le nez dans la boue, a ricané Élodie en reposant son rouge à lèvres. C'est pour ça que tu n'as pas de mari. Qui voudrait d'une femme qui sent le compost et la sueur? J'ai ignoré la pique. J'avais l'habitude. Depuis que nous étions petites, Élodie était la princesse, la golden child, l'enfant doré à qui tout était dû. Moi? J'étais le cheval de trait. Celle qui travaillait dans l'ombre, celle qui résolvait les problèmes, celle qui payait les factures. Nous ne sommes pas là pour parler de tes chantiers, Morgane, a coupé ma mère d'un ton sec. Elle a fait un signe de tête discret vers un homme assis à la table voisine que je n'avais pas remarqué. C'était maître Lambert, le notaire de la famille. Un homme visqueux avec un sourire qui ne touchait jamais ses yeux. Il s'est approché immédiatement et a posé le fameux dossier bleu devant moi. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, sentant une boule d'angoisse se former dans mon estomac. « C'est un plan de restructuration » a dit ma mère avec ce ton calme et autoritaire qu'elle utilisait pour me manipuler depuis l'enfance. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de la famille. À l'héritage. À ce qui est juste. J'ai ouvert le dossier. Mes yeux ont parcouru les premières lignes, incrédules. Cession de parts sociales. Donation entre vifs. Restructuration de la gérance. Tu me demandes de céder 80% de mes parts à Élodie? Ma voix a tremblé, pas de peur, mais de rage pure. Maman, j'ai fondé cette boîte. J'ai tout fait. J'ai trouvé les premiers clients, j'ai acheté les premiers camions. Élodie ne sait même pas faire la différence entre un rosier et un pissenlit. Elle n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Élodie a 3 enfants, Morgane.
La voix de ma mère a monté d'un cran, attirant les regards curieux des autres clients bourgeois. Elle a besoin de sécurité. Son dernier mari est parti, elle est seule avec les petits. Elle a besoin de revenus stables. Toi. Regarde-toi. Tu as 38 ans, tu es seule, tu n'as personne à charge. Tu es forte, tu es débrouillarde. Tu peux recommencer autre chose. Mais ta sœur a besoin de cette entreprise pour survivre. C'est une question de solidarité familiale. C'était donc ça. Mon travail acharné, mes compétences, ma réputation, tout cela ne valait rien face à la sacro-sainte fécondité de ma sœur. Parce qu'elle avait procréé, elle méritait mon empire. Parce que j'étais stérile et seule, je méritais d'être dépouillée. J'ai regardé Élodie. Elle ne feignait même plus l'indifférence. Elle me regardait avec un défi ouvert, ses yeux brillants de cupidité. Allez, Morgane. Ne sois pas égoïste pour une fois. Pense à tes neveux. Ils ont besoin de vacances, de bonnes écoles. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Non, c'était le lien de loyauté aveugle qui m'avait enchaîné à cette famille toxique pendant près de 4 décennies. Le bruit de la rupture a été silencieux, mais définitif. J'ai pris le stylo Mont Blanc que maître Lambert me tendait. J'ai senti le poids froid du métal entre mes doigts. Tu as raison, maman, ai-je dit doucement, d'une voix qui ne m'appartenait presque plus. Élodie a besoin de sécurité. J'ai signé. La boucle du M de mon prénom n'a jamais été aussi large, aussi agressive. J'ai refermé le dossier. Félicitations, Élodie, ai-je dit en me levant. Elle est toute à toi. Mais souviens-toi de ce moment. Car c'est la dernière fois que tu reçois quelque chose de moi. En sortant du restaurant, sous la pluie battante de Lyon, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Un sourire froid, terrifiant. Car je savais quelque chose qu'elles ignoraient. Elles venaient de voler la coquille d'une entreprise, mais elles avaient oublié que j'en étais l'âme. Et sans l'âme, le corps pourrit très vite. Je suis montée dans ma voiture, mais je n'ai pas démarré tout de suite. La pluie tambourinait sur le toit comme un compte à rebours. Mes mains tremblaient sur le volant, non pas à cause du froid, mais à cause de l'adrénaline pure qui inondait mes veines. Mon regard s'est posé sur la boîte à gants. Je l'ai ouverte et j'ai sorti un vieux portefeuille en cuir usé, celui que mon père m'avait offert pour mes 18 ans. À l'intérieur, plié en 4, jauni par le temps et taché de vieux café, se trouvait une serviette en papier. C'était mon talisman. Mon origin story. La preuve tangible de ce qu'elle venait de me voler. Je me suis revue 15 ans plus tôt. J'avais 23 ans. L'air était lourd et sentait l'éther et la soupe fade dans la salle d'attente de l'hôpital Édouard Herriot. Mon père venait de mourir d'une crise cardiaque foudroyante, nous laissant avec une montagne de dettes cachées qu'il avait contractées pour essayer de maintenir notre train de vie. Ma mère était effondrée, incapable de gérer quoi que ce soit, noyée dans ses calmants. Élodie, qui avait 20 ans à l'époque, était partie en vacances à Ibiza avec des amis, refusant de rentrer pour les funérailles parce que c'était trop déprimant et qu'elle avait besoin de good vibes. J'avais une bourse pour aller étudier l'architecture paysagère à Florence, en Italie. C'était mon rêve absolu. J'avais aussi Antoine. Antoine, mon fiancé, l'amour de ma vie, qui m'attendait là-bas pour commencer notre vie à deux. Ce soir-là, dans cet hôpital lugubre, j'ai fait un choix. Le choix de la bonne fille. Le choix du sacrifice. J'ai appelé Antoine depuis une cabine téléphonique. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir. Que je ne pouvais pas laisser ma mère seule face aux créanciers. Il a pleuré, il a supplié, il m'a dit que je gâchais ma vie. J'ai raccroché en pleurant. J'ai sacrifié l'amour de ma vie et mon rêve italien pour sauver ma famille. Sur cette serviette en papier, j'avais dessiné le logo de l'espace vert avec un stylo bille emprunté à une infirmière. J'avais griffonné un plan d'action désespéré, vendre la maison de vacances, négocier un échéancier avec la banque, commencer petit avec l'entretien de jardin, puis grandir. J'ai travaillé comme une forçate. J'ai appris à conduire des tractopelles parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer un ouvrier. J'ai appris la comptabilité la nuit, les yeux brûlants de fatigue. J'ai porté des sacs de ciment de 25 kilos jusqu'à ce que mes épaules saignent et que mes mains soient couvertes de callosité. Pendant ce temps, Élodie vivait sa meilleure vie grâce à l'argent que je rapportais. Elle se mariait, divorçait, se remariait.
Elle avait des enfants qu'elle laissait souvent à ma mère pour partir en week-end détox. Et ma mère? Ma mère validait tout. Elle disait à qui voulait l'entendre, « Pauvre Élodie, elle est si sensible, si fragile. Toi, Morgane, tu es un roc. Tu n'as besoin de personne. Tu es faite pour le travail. » C'était devenu leur mantra toxique. Ma force était devenue ma malédiction. Parce que je ne me plaignais jamais, elles supposaient que je ne souffrais jamais. Parce que je résolvais tous les problèmes, elles en créaient de nouveaux, persuadées que Morgane s'en occupera. J'ai caressé la serviette en papier rugueuse du bout des doigts. Ce petit morceau de papier valait plus à mes yeux que tous les contrats signés par la suite. Il représentait mon innocence perdue. Il représentait Antoine, que je n'avais jamais revu. Il représentait les enfants que je n'avais jamais eus parce que j'étais trop occupée à élever ceux de ma sœur financièrement. Et aujourd'hui, ma mère venait de me dire que tout cela ne valait rien face à l'utérus de ma sœur. La colère, qui avait été une boule de feu dans ma poitrine, s'est transformée en une glace tranchante et méthodique. Elle voulait l'entreprise? Très bien. Mais elle ne comprenait pas ce qu'était réellement l'espace vert. Elle voyait les camions floqués, les bureaux design dans le 6e arrondissement, les comptes bancaires bien garnis. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était le réseau. Les relations de confiance tissées sur 15 ans. Les fournisseurs qui me faisaient crédit sur ma seule parole et une poignée de main. Les clients fortunés qui ne signaient pas avec une entreprise anonyme, mais avec moi, Morgane. J'ai rangé la serviette dans mon sac à main, près de mon cœur. Ce n'était plus un souvenir mélancolique. C'était une déclaration de guerre. J'ai démarré le moteur. Je retournais au bureau pour la dernière fois. J'avais une semaine pour faire mes cartons, selon les termes de l'accord. Mais je n'avais pas besoin d'une semaine. J'avais besoin de quelques heures pour récupérer ce qui m'appartenait vraiment, mon savoir-faire. Je n'allais rien détruire. Je n'allais rien voler de matériel. Je n'allais pas effacer les disques durs ni mettre le feu aux archives. Ce serait illégal et je suis une femme d'honneur. Non, j'allais faire quelque chose de bien plus subtil. J'allais retirer l'oxygène de la pièce et regarder, calmement, comment elles allaient essayer de respirer. L'ambiance dans les bureaux était électrique, presque toxique. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre toxique. Morgane part. Élodie prend les commandes. Je voyais la panique brute dans les yeux de mes employés. Jacques, mon chef de projet le plus fidèle, un homme de 50 ans avec des mains calleuses et un cœur d'or, m'attendait devant la porte vitrée de mon bureau. « C'est vrai, patronne ?» a-t-il demandé, la voix basse et tremblante. « Vous nous laissez avec elle ?» Il a jeté un coup d'œil méprisant vers la salle de réunion où Élodie était déjà en train de commander, à voix haute, de nouveaux meubles plus modernes et plus chics au téléphone, aux frais de la société bien sûr, sans même avoir regardé les comptes. « Je n'ai pas le choix, Jacques », ai-je répondu en commençant à remplir un carton avec mes effets personnels. Ma mère a utilisé sa position d'actionnaire majoritaire historique que je n'avais jamais contestée par respect filial pour forcer la main. C'est légal. Immoral, dégueulasse, mais légal. J'ai pris la photo de mon père sur mon bureau. Puis ma plante verte préférée, un piléa que j'avais sauvé d'une mort certaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Jacques avait l'air d'un enfant perdu. Vous allez continuer à travailler, Jacques. Faites de votre mieux. Protégez les chantiers en cours. Je ne pouvais rien lui promettre. Pas encore. Élodie est entrée dans mon bureau sans frapper. Elle tenait une coupe de champagne à la main. Il était 14 heures. Elle se croyait déjà maîtresse du monde. Tu peux laisser l'ordinateur portable, Morgane. Il appartient à l'entreprise, a-t-elle dit avec un sourire victorieux qui me donnait la nausée. Et laisse les clés de la voiture de fonction sur le bureau. Bien sûr. Il est formaté, prêt pour ta nouvelle vision. J'ai posé l'ordinateur sur le bureau avec une douceur exagérée. Elle a fait le tour de la pièce, touchant les murs, s'asseyant dans mon fauteuil ergonomique avec arrogance. Je vais tout faire repeindre en rose poudré ou en taupe. Ce gris est tellement déprimant, tellement, toi. Et on va virer cette vieille secrétaire à l'accueil, Martine. Elle est trop lente, elle sent la naphtaline. On va mettre une jeune, plus dynamique, plus instagrammable. Martine travaillait avec nous depuis 10 ans.
Elle connaissait le nom de chaque chien de nos clients, les dates d'anniversaire de leurs enfants. La virer serait une erreur stratégique monumentale. Mais je me suis tue. Fais ce que tu veux, Élodie. C'est ta boîte maintenant. J'ai pris mon carton. J'ai aussi glissé discrètement dans ma poche intérieure de veste quelque chose qu'Élodie n'avait pas pensé à réclamer, trop occupée par le mobilier. Mon petit carnet Moleskine noir. Ce carnet ne contenait pas de mots de passe ou de compte bancaire. Il contenait bien plus précieux. C'était ma Bible des nuances. Les goûts secrets et intimes de mes clients VIP. Le fait que Madame Solange déteste l'hélice parce que ça lui rappelle les funérailles de son mari. Le fait que Monsieur Bernard ne supporte pas le bruit des tondeuses avant 10 heures du matin sous peine de crise de nerfs. Le fait que le fournisseur de pierre de Bourgogne nous fait une remise de 20% uniquement si on l'appelle par son surnom, Dédé, et qu'on lui demande des nouvelles de son chien. Ces informations n'étaient nulle part dans le système informatique. Elles étaient dans ma tête et dans ce carnet. C'était le soft power, l'âme de mon entreprise. Au revoir, Élodie, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Adieu, Morgane. Essaie de ne pas finir caissière chez Lidl, a-t-elle lancé en riant, s'admirant dans la vitre. Je suis sortie du bâtiment. La pluie avait cessé, laissant place à une lumière grise et froide. Jacques m'a rejointe sur le parking alors que je chargeais mon coffre. Il a regardé autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Patronne, a-t-il chuchoté. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Mais sachez une chose. Je reste pour l'instant parce que j'ai un crédit maison à payer. Mais au premier signe de votre part, je vous suis. Même en enfer. J'ai posé ma main sur son épaule. Garde ton téléphone allumé, Jacques. L'enfer n'est pas ma destination. Je compte bâtir un nouveau paradis. Et j'aurai besoin de bons anges gardiens. Je suis montée dans ma voiture et j'ai quitté le parking sans me retourner. La première étape de mon plan était terminée, leur donner la corde pour se pendre. Maintenant, il fallait que je construise l'échafaud. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange étrange de libération euphorique et de terreur pure. J'avais 38 ans et je recommençais à zéro. J'avais un peu d'économie personnelle heureusement, je n'avais jamais fait confiance aveuglément à ma famille sur ce point mais pas assez pour louer un bureau dans le centre prestigieux de Lyon. J'ai trouvé un vieux local industriel à Villeurbanne, une banlieue limitrophe plus populaire. C'était un ancien atelier de mécanique désaffecté, murs de briques nues, sol en béton taché d'huile de vidange, pas de chauffage central, et une isolation phonique inexistante. C'était moche. C'était froid. Ça sentait la graisse et la poussière. Mais c'était à moi. Personne ne m'avait donné cet endroit parce que j'avais des enfants. Je le payais avec mon argent, ma sueur. J'ai appelé ma nouvelle entreprise Monsieur au point Air Design. M pour Morgane. O pour origine. R pour résilience. Ou revanche. Ça dépendait des jours et de mon humeur. Pendant que je passais mes journées à gratter la peinture écaillée des murs et à monter des étagères IKEA à bon marché en me cassant les ongles, je gardais un œil obsessionnel sur les réseaux sociaux. C'était ma fenêtre sur le désastre en cours. Le compte Instagram de l'espace vert avait radicalement changé. Fini les photos élégantes de jardins zen, de détails architecturaux ou d'intérieurs minimalistes. À la place, c'était le Élodie Show. Une photo d'elle posant devant une Porsche Cayenne flambant neuve avec le logo de l'entreprise. Nouveau carrosse pour la bosse. On monte en gamme. #success #family business. Une autre photo d'elle et ma mère, coupe de champagne à la main, dans un spa de luxe à Courchevel, séminaire de direction stratégique. On travaille dur pour vous. Je savais pertinemment que les caisses de l'entreprise ne pouvaient pas supporter de telles dépenses. J'avais laissé une trésorerie saine, mais pas illimitée. Elle brûlait le capital de roulement comme du petit bois. Elle confondait chiffre d'affaires et bénéfices nets, une erreur de débutant qui allait leur coûter cher. J'ai serré les dents et j'ai continué à peindre mon mur en blanc. Chaque coup de pinceau était une promesse. Laissez-les rire. Laissez-les dépenser. Le réveil sera brutal. Je n'ai pas démarché mes anciens clients. Je ne voulais pas être accusé de concurrence déloyale. C'était une ligne rouge que je ne voulais pas franchir. J'ai simplement envoyé un email sobre à mon carnet d'adresses personnelles. J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de Monsieur au point Air Design.
Une structure plus intime, dédiée à l'excellence et aux détails sur mesure. Je suis disponible pour de nouveaux projets. Pas de médisance. Pas de drama. Juste de la dignité. C'est ici que je me suis retrouvée face à un dilemme moral immense. Je savais qu'Élodie allait couler la boîte. Je savais que mes anciens employés, des gens bien comme Jacques et Martine, allaient souffrir. Une partie de moi voulait les avertir, leur dire de chercher du travail ailleurs immédiatement. Une autre partie, plus sombre, savait que pour que ma revanche soit complète, le désastre devait être total. Et vous? Que auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous prévenu votre équipe et risqué d'être accusé de sabotage avant même de partir? Ou auriez-vous laissé le navire couler pour prouver que le capitaine était incompétent? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez choisi. C'est une décision qui me hante encore parfois la nuit. Je mangeais des sandwichs triangles assis sur un carton, seul dans cet entrepôt immense et glacial, remettant en question toute mon existence. La solitude était lourde. Noël approchait, et je savais que je ne serais pas invitée au réveillon familial. Elle serait là-bas, à manger de la dinde et à ouvrir des cadeaux achetés avec l'argent que j'avais gagné, riant de la pauvre Morgane qui avait tout perdu. Puis, un mardi matin, le vent a tourné. 3 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour que la façade glamour commence à s'effriter sérieusement. L'hiver à Lyon avait été rude, et le printemps arrivait avec son lot de problèmes techniques pour les paysagistes. C'est la saison critique, si on rate les plantations de mars, toute l'année est fichue. De mon côté, Monsieur au point Air Design décollait doucement mais sûrement. J'avais récupéré 3 petits projets grâce au bouche à oreille. Rien de grandiose, des terrasses d'appartements et un petit jardin de ville. Mais je le faisais avec passion. Je contrôlais chaque centime. Jacques m'avait rejointe le mois précédent, n'en pouvant plus de l'ambiance chez l'Espace Vert. Il m'avait raconté l'horreur, Martine la secrétaire virée sans ménagement, remplacée par une copine d'Élodie qui passait son temps sur TikTok, les fournisseurs impayés qui bloquaient les livraisons, et Élodie qui arrivait au bureau à 11h pour repartir à 14h pour déjeuner d'affaires. Un après-midi, alors que je choisissais des oliviers dans une pépinière, mon téléphone a sonné. C'était Madame Solange de la Croix. Ma cliente la plus ancienne, la plus riche et la plus exigeante de Lyon. Une aristocrate de 80 ans qui pouvait détruire une réputation d'un claquement de doigts. Morgane. Sa voix tremblait de rage contenue. Je suis dans mon jardin d'hiver. C'est une catastrophe. Bonjour Madame de la Croix. Comment allez-vous? Comment je vais? Je vais faire un infarctus. Votre sœur, cette incompétente, elle a fait livrer les fleurs pour la réception de demain. J'ai retenu mon souffle. Elle a mis des chrysanthèmes jaunes partout. Des chrysanthèmes. Des fleurs de cimetière. Et jaunes en plus. Elle sait pourtant que je déteste le jaune depuis que mon défunt mari a été enterré avec des fleurs jaunes. C'est une insulte. Je lui ai dit, et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle a dit que c'était tendance et que je devais moderniser mes goûts. Elle m'a traité de vieille bique ringarde à demi-mot. J'ai fermé les yeux, imaginant la scène. Élodie n'avait aucune idée du code social de nos clients. Elle pensait que le design, c'était juste choisir ce qui était joli sur Pinterest, sans se soucier de l'histoire ou de la psychologie du client. Je suis navrée d'entendre ça, madame, ai-je dit sincèrement. Je veux que vous veniez arranger ça. Tout de suite. Madame, je ne travaille plus pour l'Espace Vert. Je ne peux pas intervenir sur leur chantier. Ce serait illégal. Je me fiche des contrats. Je veux Morgane. Je paierai ce qu'il faut. Venez avec votre nouvelle société, je m'en moque. Juste, enlevez-moi ces horreurs avant que mes invités n'arrivent. Sauvez ma réception. J'ai accepté. Pas pour l'argent, même si j'en avais besoin, mais parce que je respectais mon travail et mes clients. En 2 heures, avec l'aide de Jacques, nous avons vidé le jardin d'hiver des fleurs mortuaires et installé des compositions d'orchidées blanches et de fougères rares que j'avais en stock. Quand Madame Solange a vu le résultat, elle a pleuré. Puis elle a sorti son chéquier. Vous êtes la seule qui comprenne, Morgane. Je résilie mon contrat annuel avec votre ancienne boîte demain. Et je vais dire à toutes mes amies du cercle de bridge de faire pareil. Cette Élodie est une plaie. C'était le début de l'hémorragie.
Dans les semaines qui ont suivi, les résiliations de contrats se sont enchaînées. Les clients VIP ne partent pas en silence, ils partent en faisant du bruit dans leur réseau. Je pensais que ma mère et Élodie allaient essayer de s'améliorer, de corriger le tir. Mais les gens toxiques ne se remettent jamais en question. Ils cherchent un coupable. Et le coupable idéal, c'était moi. Un soir, alors que je fermais seul le rideau métallique de mon entrepôt, une voiture a pilé devant moi dans un crissement de pneus. C'était la Porsche Cayenne de l'entreprise, déjà rayée sur le côté et couverte de boue. Ma mère en est sortie, le visage tordu par une colère que je ne lui avais jamais vue. Elle n'avait plus son allure impeccable. Ses cheveux étaient un peu en désordre, son rouge à lèvres filait, et elle avait des cernes sous les yeux. L'inquiétude commençait à ronger son masque de perfection. Elle a marché vers moi, ses talons claquant sur le bitume comme des coups de marteau. « Tu es contente de toi, hein ?» a-t-elle sifflé, sa voix vibrant de haine. Petite vipère ingrate. J'ai croisé les bras, adossé à la porte froide de mon atelier, refusant de reculer. Bonsoir à toi aussi, maman. À quoi dois-je l'honneur de cette visite? Ne joue pas à l'innocente avec moi. Tu nous voles nos clients. Tu as monté Solange contre nous. Tu as envoyé ce traître de Jacques pour espionner. Tu sabotes le travail de ta sœur parce que tu es jalouse. Jalouse qu'elle ait une famille et pas toi. Jalouse qu'elle réussisse. Les accusations étaient si prévisibles, si déconnectées de la réalité que j'ai presque ri. Maman, écoute-toi. Je n'ai appelé personne. Solange m'a appelé parce qu'Élodie lui a livré des fleurs de deuil pour une fête. C'est de l'incompétence, pas du sabotage. Élodie est en train de couler la boîte toute seule, elle n'a pas besoin de mon aide pour ça. C'est faux. Élodie fait de son mieux. C'est difficile pour elle, elle apprend. Ma mère s'est approchée, son index pointé vers mon visage, entrant dans ma zone de confort. Mais ne crois pas que tu vas gagner. Nous avons des ressources. La banque nous soutient. Ils savent que le nom de notre famille est solide. Elle a marqué une pause, un sourire mauvais flottant sur ses lèvres. Ils viennent de nous accorder une facilité de caisse exceptionnelle pour passer ce cap difficile. 300 000 €. On va t'écraser, Morgane. On va faire de la publicité, on va casser les prix, et on va te ruiner. Tu retourneras ramper dans la boue d'où tu viens. Elle est remontée dans la voiture et a démarré en trombe, manquant d'écraser mon pied. Je suis restée là, seule dans la nuit, sous le néon clignotant de l'entrepôt voisin. Ces menaces m'auraient fait peur autrefois. Mais une phrase m'a fait tiquer, comme une fausse note dans une symphonie. La banque nous soutient, facilité de caisse exceptionnelle. 300 000 €. C'était impossible. Je connaissais les chiffres par cœur. Avec la perte des contrats, les dépenses somptuaires d'Élodie et l'absence de nouveaux chantiers, le bilan comptable devait être catastrophique. Aucun banquier sain d'esprit ne leur prêterait un centime sans une garantie solide. Et la seule personne qui avait des actifs personnels suffisants, de l'immobilier et un historique de crédit impeccable pour garantir un prêt de cette taille dans cette famille, c'était moi. Mais j'avais retiré toutes mes cautions personnelles le jour de la signature au restaurant. J'avais été très clair là-dessus. Un frisson glacé a parcouru mon échine, bien plus froid que le vent de Lyon. Ce n'était pas de la peur pour moi, c'était une intuition terrible. J'ai sorti mon téléphone. Il était 20 h. J'ai appelé Pierre, un ami de fac qui travaillait au service risque de notre banque historique, le Crédit Lyonnais. Pierre, c'est Morgane. Je sais qu'il est tard et que tu es sûrement en famille. Mais j'ai besoin que tu vérifies quelque chose demain matin à la première heure. C'est une question de vie ou de mort financière. Morgane? Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Vérifie le dossier de l'espace vert. Regarde qui s'est porté garant pour leur dernier prêt. Je t'en prie. La nuit a été interminable. J'ai tourné et retourné dans mon lit, hanté par la phrase de ma mère. Le lendemain matin, j'étais devant mon ordinateur à 6 h, rafraîchissant mes emails toutes les 2 minutes en attendant la réponse de Pierre, une tasse de café froid à la main. À 8h15, mon téléphone a sonné. C'était lui. Morgane, tu es assise? Sa voix était grave, professionnelle, dépouillée de la chaleur amicale habituelle. C'était la voix de quelqu'un qui annonce une catastrophe.
Dis-moi, Pierre. Je suis prête. J'ai consulté le dossier de l'espace vert. Il y a bien un nouveau prêt de trésorerie de 300 000 € qui a été débloqué la semaine dernière. C'est un prêt d'urgence à taux élevés. Sur quelle base, ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. La boîte est en déficit, les bilans sont rouges. Sur la base d'une caution personnelle et solidaire. La tienne. Le monde s'est arrêté. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Le silence dans mon bureau était assourdissant. C'est impossible, Pierre. J'ai révoqué toutes mes cautions lors de la session. J'ai les accusés de réception des recommandés. Je n'ai rien signé depuis. Je n'ai même pas mis les pieds à la banque. J'ai le document sous les yeux, Morgane. Je te l'envoie par email sécurisé. C'est une extension de garantie, datée d'il y a 10 jours. Il y a ta signature. Elle a été certifiée par, attends, Maître Lambert. Et il y a une copie de ta pièce d'identité jointe au dossier. J'ai ouvert l'email. Le document s'est affiché. J'ai zoomé sur la signature en bas de page. C'était une imitation presque parfaite. La boucle du M, le trait souligné. Presque parfaite. Mais il y avait une légère hésitation dans le tracé du R. Une hésitation que seul un expert ou moi-même pouvait voir. Elles avaient osé. Ce n'était plus de l'injustice familiale. Ce n'était plus une mère favorisant sa fille préférée. C'était un crime. Faux et usage de faux. Escroquerie. Usurpation d'identité. Elles avaient imité ma signature, probablement Élodie, qui s'entraînait à copier mon écriture quand nous étions petites pour signer mes bulletins scolaires à ma place. Elles avaient utilisé une vieille copie de mon passeport que j'avais oublié dans le coffre-fort du bureau, une copie que je croyais détruite. Et elles avaient utilisé ce notaire véreux, Lambert, pour valider le tout et contourner la présence physique obligatoire. Elles avaient emprunté 300 000 € en mon nom pour combler les trous causés par leur incompétence. Si la boîte coulait et elle allait couler, la banque viendrait saisir mes comptes, mon matériel, ma vie. Elles essayaient de m'entraîner dans leur chute. Elles voulaient que je sois leur parachute doré, quitte à me tuer à l'atterrissage. Une colère froide, méthodique, a remplacé la peur. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais couvert Élodie. Les fois où j'avais payé ses amendes. Les fois où j'avais menti pour elle. C'était fini. Je n'ai pas appelé ma mère pour crier. Je n'ai pas foncé au bureau pour faire un scandale. Elle s'attendait à ça. Elle s'attendait à ce que je réagisse avec émotion, pour pouvoir me traiter d'hystérique et me manipuler ensuite. Non. J'allais réagir comme une chef d'entreprise. Comme une étrangère. Comme un prédateur qui a repéré sa proie. J'ai appelé mon avocat, Maître Verrier. Un requin en costume 3 pièces, l'exact opposé de Lambert. Je veux porter plainte, maître. Pour usurpation d'identité et faux en écriture. Mais je ne veux pas que ça se sache tout de suite. Je veux que la bombe éclate au moment où ça leur fera le plus mal. Je veux une exposition maximale. Vous avez une idée en tête, Morgane, a-t-il demandé, intrigué. Oh que oui. Je savais qu'Élodie devait intervenir au Salon national de l'architecture et du paysage à Paris la semaine suivante. C'était le grand événement de l'année. Elle s'était vantée sur Facebook d'être keynote speaker pour présenter la nouvelle vision de l'entreprise. C'était sa tentative désespérée de trouver de nouveaux investisseurs pour sauver le navire. Préparer les papiers, maître. Et contacter un huissier de justice à Paris. Nous allons faire une petite excursion à la capitale. Les jours suivants ont été un jeu d'acteurs. J'ai continué à poster des photos de mes petits chantiers sur Instagram comme si de rien n'était. J'ai laissé ma mère m'envoyer des SMS passifs-agressifs. Je n'ai pas répondu. Le silence est l'arme la plus bruyante qui soit. La veille du salon, j'ai pris le TGV pour Paris. J'ai regardé le paysage défiler à 300 km/h, pensant à mon père. Il aurait eu honte de ce que sa famille était devenue. Mais je me suis promis une chose, ce soir-là, en rentrant à Lyon, je serais soit libre, soit ruiné. Il n'y avait pas d'entre-deux. Le parc des expositions de la porte de Versailles bourdonnait d'activité. C'était le cœur battant de notre industrie.
Tous les grands noms étaient là. Architectes, promoteurs immobiliers, investisseurs. L'air sentait le café coûteux et l'ambition. Je suis arrivé discrètement, portant des lunettes de soleil et un trench coat beige. Je me suis glissé au fond de la salle de conférence principale. Il y avait environ 500 personnes. Sur l'estrade, un écran géant affichait « L'espace vert, tradition et modernité », présenté par Élodie Dubois, CEO. Élodie est entrée sur scène sous des applaudissements polis. Elle était rayonnante, trop habillée pour un événement professionnel, comme d'habitude. Elle a commencé son discours. Sa voix tremblait un peu, mais elle débitait les mots-clés qu'elle avait appris par cœur. Synergie, éco-responsabilité, luxe organique. Puis, elle a lancé ses diapositives. J'ai étouffé un rire amer. C'étaient mes diapositives. Des projets que j'avais conçus 3 ans auparavant. Elle s'attribuait le mérite de mon travail devant tout le gratin parisien. Comme vous le voyez, notre croissance est exponentielle, disait-elle en montrant un graphique totalement inventé. C'est pourquoi nous ouvrons notre capital à de nouveaux partenaires stratégiques. C'était le signal. J'ai fait un signe de tête à l'homme assis 2 rangs devant moi. C'était Maître Rousseau, l'huissier de justice que mon avocat avait engagé, accompagné de 2 policiers en civil. Ils se sont levés et ont marché calmement vers l'estrade. La salle s'est tue progressivement. Élodie s'est arrêtée au milieu d'une phrase, son sourire se figeant comme du plâtre séché. « Madame Dubois ?» a demandé l'huissier d'une voix forte qui a porté jusqu'au fond de la salle sans micro. « Oui ? C'est une conférence, vous ne pouvez pas ? » « Qui êtes-vous ? » « Je suis Maître Rousseau, huissier de justice. Je suis accompagné du lieutenant Perrin. Nous avons un mandat pour saisir tous les documents contractuels en votre possession et vous remettre une assignation à comparaître immédiate pour faux, usage de faux et escroquerie bancaire en bande organisée. » Un murmure de choc a parcouru la foule comme une onde de choc. Les téléphones se sont levés pour filmer. Le cauchemar d'Élodie devenait viral en temps réel. « C'est une erreur », a couiné Élodie, cherchant du regard une sortie, reculant vers l'écran géant. « C'est ma sœur. Elle est folle. Elle est jalouse. C'est un coup monté. » Je me suis levé lentement. J'ai retiré mes lunettes de soleil. J'ai marché vers l'allée centrale. Les gens se sont écartés comme la mer Rouge. J'ai croisé le regard d'Élodie. Elle était pâle comme un linge, tremblante. « Je ne suis pas folle, Élodie, » ai-je dit, ma voix calme mais tranchante comme du verre. « Et je ne suis plus ta sœur. Je suis la victime de ta fraude. Tu as signé un prêt de 300 000 € en imitant ma signature. Tu pensais que je paierais pour tes erreurs, comme toujours. Mais cette fois, la facture est pour toi. » J'ai sorti le rapport graphologique et je l'ai levé pour que tout le monde le voie. Voici la preuve. Le jeu est terminé. Élodie a vacillé. Elle a regardé la salle, cherchant de la sympathie, mais elle n'a vu que du mépris et de la curiosité morbide. Les investisseurs qu'elle essayait de séduire rangeaient déjà leur dossier. Sa réputation, et celle de l'entreprise, venaient d'être anéanties en 3 minutes. Les policiers sont montés sur scène pour l'inviter à les suivre pour une audition. Elle a éclaté en sanglots, des pleurs hystériques d'enfants gâtés qui réalisent qu'il n'y aura pas de dessert. « Maman ! Appelez maman ! Elle va vous faire renvoyer !» criait-elle alors qu'on l'escortait vers la sortie. Je suis resté là, au milieu de la salle. Un homme d'affaires que je respectais beaucoup, Monsieur Valéry, s'est approché de moi. « C'était brutal, Morgane », a-t-il dit en regardant la scène. « C'était nécessaire, Monsieur Valéry. Parfois, il faut amputer pour sauver le patient. » « Le patient, c'est vous ? » ?»« Non. C'est mon avenir. » Les jours qui ont suivi mon retour de Paris ont été surréalistes. Lyon est une ville bourgeoise où les apparences comptent plus que tout, et le scandale de la famille Dubois était sur toutes les lèvres. La vidéo de l'arrestation d'Élodie au salon avait fait le tour des réseaux sociaux professionnels. L'espace vert a été placé en liquidation judiciaire immédiate. La banque, furieuse d'avoir été dupée avec des faux documents, a réagi avec une violence administrative inouïe. Ils ont retiré toutes les lignes de crédit, bloqué les comptes et lancé une procédure de saisie. Les scellés ont été posés sur les bureaux du 6e arrondissement.
J'ai vu, depuis ma voiture garée de l'autre côté de la rue, les déménageurs emporter les meubles design qu'Élodie avait commandés à peine 2 mois plus tôt. C'était comme regarder un château de cartes s'effondrer au ralenti. Le plus dur a été de voir la Porsche Cayenne être remorquée devant la maison de ma mère. Les voisins étaient aux fenêtres, rideaux tirés, savourant le spectacle. C'était la chute sociale absolue. Ma mère, qui avait passé sa vie à soigner son image, était devenue la paria du quartier. Ma mère et Élodie étaient barricadées dans la maison familiale. Élodie avait été relâchée sous contrôle judiciaire en attendant son procès, mais son passeport avait été confisqué et elle avait interdiction de gérer une entreprise. Maître Lambert, le notaire véreux, avait été radié de l'ordre et était lui aussi sous enquête criminelle. Pendant ce temps, Monsieur au point Air Design explosait. Les clients qui avaient fui l'espace vert revenaient vers moi, s'excusant d'avoir douté. Ils savaient maintenant qui était la véritable force créatrice. J'ai dû embaucher 2 nouveaux architectes et une assistante pour gérer le flux. J'avais gagné, sur tous les plans. Pourtant, je ne ressentais pas de joie triomphante. Juste une sorte de vide triste. J'avais détruit ma famille pour sauver ma peau. C'était de la légitime défense, mais ça laissait un goût de cendre dans la bouche. Je passais devant l'école de mes neveux et je me demandais ce qu'on leur racontait à la maison. Est-ce qu'on leur disait que Tata Morgane était la méchante sorcière? Je savais qu'elles allaient essayer une dernière manœuvre. Le silence radieux de ma mère depuis 3 jours était suspect. Elle ne m'avait pas appelé pour m'insulter, ce qui n'était pas normal. C'était le calme avant la tempête. Elle attendait le moment où ma garde serait baissée. Je me suis préparée psychologiquement. J'ai renforcé ma détermination en relisant les messages de soutien de mes anciens employés, que j'avais pu réembaucher grâce à la croissance de ma nouvelle boîte. Jacques était devenu mon associé minoritaire. Je construisais une nouvelle famille, choisis celle-là. Mais le sang a une façon de vous rappeler à l'ordre quand vous vous y attendez le moins. Ça s'est passé un jeudi soir, à 2 heures du matin. La pluie tombait de nouveau sur Lyon, comme le jour de la signature au restaurant. Mon téléphone a sonné, perçant le silence de mon appartement comme une alarme incendie. Le nom maman clignotait sur l'écran dans l'obscurité. J'ai hésité. J'aurais pu laisser sonner. J'aurais pu bloquer le numéro. Mais une vieille habitude, un réflexe conditionné de fille sauveuse ancré en moi depuis la mort de papa, m'a fait décrocher. Allô? Ma voix était pâteuse de sommeil. Morgane. C'était un hurlement, pas une parole. Ma mère pleurait, octait, totalement hystérique. Tu dois venir. Tout de suite. C'est Élodie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai senti mon pouls s'accélérer malgré moi, l'adrénaline chassant le sommeil instantanément. Elle est dans la salle de bain. Elle a pris des cachets. Elle a une boîte vide de somnifères à la main. Elle dit qu'elle ne veut pas aller en prison. Elle dit que sa vie est finie. Elle ne veut pas ouvrir la porte. Morgane, je t'en supplie, viens. Elle va mourir par ta faute. Par ma faute. Même dans l'horreur, même face à la mort potentielle de sa fille, elle trouvait le moyen de me blâmer. De me rendre responsable de leur choix. As-tu appelé le SAMU? Ai-je demandé froidement, m'asseyant sur le bord de mon lit. Non. Non, pas d'ambulance. Si les voisins voient encore les pompiers, on est fini. On ne peut plus supporter de honte. Viens toi. Tu sais lui parler. Tu es la seule qu'elle écoute au fond. Tu peux défoncer la porte. Viens la sauver. J'ai fermé les yeux. C'était le test ultime. Ma mère préférait risquer la vie de sa fille préférée plutôt que de subir une nouvelle honte sociale. Ou alors, c'était une mise en scène. Une dernière manipulation machiavélique pour me faire courir, me faire culpabiliser, me faire retirer ma plainte en échange de la vie de ma sœur. J'ai repensé au visage suffisant d'Élodie au restaurant. J'ai repensé à ma signature falsifiée. J'ai repensé à ma vie volée. Morgane. Tu m'écoutes? Ta sœur va mourir. Je t'écoute, maman. J'ai pris une grande inspiration. L'air froid de la chambre a rempli mes poumons. Je ne viens pas, il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Un silence si lourd qu'il semblait avoir un poids physique. Quoi?
Tu plaisantes? Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas pompier. Et je ne suis plus votre paillasson. Si Élodie est vraiment en danger, tu appelles le 15. Si c'est du cinéma, tu gères ton actrice. Tu es un monstre. Comment peux-tu? C'est ta sœur. Ton sang. C'est mon sang qui a essayé de me mettre en prison pour fraude, maman. J'appelle les pompiers moi-même à ton adresse. Ils seront là dans 5 minutes. S'il n'y a rien, tu expliqueras aux voisins pourquoi les gyrophares sont là. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient violemment. J'ai composé le 18 immédiatement. Bonjour, je suis Morgane Dubois. Je voudrais signaler une tentative de suicide possible au 12 rue des Lilas. Oui, ma mère est sur place mais elle refuse d'appeler les secours par peur du scandale. Ensuite, j'ai attrapé mes clés de voiture. Non pas pour aller les sauver, mais pour être témoin. Je voulais voir la fin de la pièce de théâtre. Je voulais m'assurer que les enfants d'Élodie, mes neveux innocents, n'étaient pas les victimes collatérales de cette folie. Je voulais clore ce chapitre, non pas avec des sentiments, mais avec des faits. Quand je suis arrivée devant la maison de mon enfance, la rue était illuminée par les gyrophares bleus des camions de pompiers et d'une voiture de police. Les voisins étaient tous sortis en pyjama, chuchotant derrière leurs mains. Ma mère avait voulu éviter le scandale? Elle avait réussi à créer le spectacle le plus bruyant et le plus humiliant du quartier. Je suis entrée dans la maison. La porte était grande ouverte. L'odeur familière de cire et de vieux papier me prit à la gorge, mais elle était souillée par l'odeur clinique des désinfectants des secouristes. Dans le salon, un pompier parlait à ma mère qui était assise sur le canapé, un verre de cognac à la main, tremblante mais indemne. Où est-elle? Ai-je demandé au pompier. À l'étage, madame. Avec la police. Elle va bien. Fausse alerte. Elle n'a rien avalé. Je suis montée, les marches craquant sous mes pas comme des souvenirs brisés. La porte de la salle de bain était ouverte. Élodie était assise sur le rebord de la baignoire, son téléphone à la main. Elle n'avait rien pris. Pas un seul cachet. La boîte vide était un accessoire de théâtre. Elle était en train d'effacer frénétiquement des messages sur son portable quand elle m'a vue. Un policier prenait des notes, l'air lassé. Madame Dubois a simulé une prise de médicaments pour faire pression sur sa famille, disait-il à son collègue. Élodie a levé les yeux vers moi. Il n'y avait pas de remords. Juste de la haine pure et de la déception d'avoir été démasquée. Tu as appelé les flics, a-t-elle craché, le visage déformé par la rage. Tu voulais vraiment m'humilier jusqu'au bout? Tu as menacé de te tuer, Élodie. J'ai fait mon devoir de citoyenne. J'ai envoyé des professionnels. Je ne joue plus à tes jeux. Je me suis tournée vers ma mère qui venait de monter les escaliers, soutenue par le pompier. Elle avait l'air vieillie de 10 ans en 1 heure. Vous vouliez que je vienne. Je suis là. Maintenant, écoutez-moi bien, car je ne le dirai qu'une fois. La maison était silencieuse, à l'exception du grésillement des radios de la police qui résonnait comme un rappel constant de la réalité. J'ai le pouvoir de vous envoyer toutes les deux en prison pour longtemps. La fraude est avérée, les preuves sont accablantes. Mais je ne veux pas que mes neveux grandissent avec une mère derrière les barreaux et une grand-mère complice. Ce ne serait pas juste pour eux. Les yeux de ma mère se sont allumés d'une lueur d'espoir pathétique. Tu vas retirer ta plainte? Oh, Morgane, je savais que tu avais bon cœur. Je savais que tu nous aimais. Tais-toi. Ma voix a claqué comme un fouet. Elle a sursauté, reculant contre le mur. Je ne retire rien. La justice suivra son cours. Mais je vais demander à mon avocat de plaider pour une peine avec sursis et une obligation de soins, à une condition stricte. J'ai sorti un document que j'avais préparé avec Maître Verrier, anticipant ce moment. Vous allez signer une reconnaissance de dette intégrale envers la banque et envers moi. Vous allez vendre cette maison pour rembourser ce que vous avez volé. Et surtout, j'ai pointé Élodie du doigt. Tu vas renoncer à tes droits de gérance sur tout ce qui reste. Tu vas te trouver un vrai travail. Et je vais créer un fonds fiduciaire pour l'éducation des enfants. Je paierai leur école, leurs activités, leurs études. Directement aux établissements. Pas un centime ne transitera par vos mains.
Si vous essayez de toucher à cet argent, ou si vous m'approchez encore pour demander 1 euro, je réactive les poursuites pour escroquerie aggravée et je m'assure que vous finissiez à la prison de Lyon-Corba. Élodie a blêmi. Tu veux nous contrôler. Tu veux nous tenir en laisse. Non. Je veux protéger l'avenir de ces enfants contre votre toxicité et votre incompétence. C'est à prendre ou à laisser. Sinon, le procès continue, et vu les preuves, tu prends 5 ans ferme. Élodie a regardé ma mère. Ma mère a regardé le sol, vaincue. La réalité financière et judiciaire venait enfin de percer leur bulle de déni. On signe, a murmuré ma mère. J'ai posé les papiers sur la commode Louis XV. Elles ont signé, sous le regard des policiers qui servaient de témoins inattendus à cette transaction familiale sordide. C'était la fin de leur règne. 1 an a passé depuis cette nuit-là. Lyon est magnifique en automne. Je suis assise à la terrasse d'un café, regardant les feuilles dorées tomber sur la place Bellecour. L'air est frais, mais mon café est chaud. Mon téléphone vibre. C'est Jacques. Il m'envoie une photo de notre dernier chantier, le jardin intérieur du nouvel hôtel 5 étoiles de la ville. C'est splendide. Monsieur au point Air Design est florissante. Nous sommes une équipe de 10 maintenant. Je ne travaille plus 18 heures par jour. J'ai appris à déléguer, à faire confiance, mais aussi à vérifier. J'ai même recommencé à sortir, à avoir une vie sociale en dehors du travail. Quant à ma famille, la maison d'enfance a été vendue pour rembourser les dettes. Ma mère vit dans un petit 2 pièces en banlieue. Elle ne donne plus de grandes réceptions, elle n'a plus les moyens d'impressionner qui que ce soit. Elle a perdu la plupart de ses amis quand l'argent a disparu. Nous nous parlons rarement, juste le strict nécessaire pour l'organisation concernant les enfants. Elle essaie parfois de jouer la victime, mais je coupe court à la conversation immédiatement. Elle a compris que je ne suis plus sa source d'approvisionnement narcissique. Élodie a évité la prison ferme grâce à mon intervention, mais elle a un casier judiciaire indélébile. Elle travaille maintenant comme réceptionniste dans un salon de manucure. C'est un travail honnête. Pour la première fois de sa vie, elle doit se lever le matin, être à l'heure, être polie avec des clients, et gagner son salaire à la sueur de son front. Elle me déteste, je le sais. Je le vois dans ses yeux quand je viens chercher mes neveux pour le week-end. Mais ses enfants vont dans une bonne école privée, ils font du sport, et ils ont l'air plus équilibrés maintenant que leur mère a les pieds sur terre, de gré ou de force. Léo m'a dit l'autre jour, maman est moins souvent en colère. C'est ma plus belle victoire. J'ai perdu 5 millions d'euros sur le papier. J'ai perdu l'entreprise qui portait mes rêves de jeunesse. J'ai perdu l'illusion d'avoir une famille aimante et solidaire. J'ai perdu l'image de la fille parfaite qui sauve tout le monde. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, ma liberté. Et ma dignité. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau. C'est peut-être vrai. Mais parfois, le sang est toxique, corrompu, et l'eau est ce qui nous permet de nous laver, de nous purifier et de renaître. J'ai appris que la famille n'est pas un droit acquis, c'est un mérite. On ne doit rien à des gens qui nous maltraitent, même s'ils partagent notre ADN. Et que dire non est la phrase la plus puissante, la plus libératrice du vocabulaire d'une femme. Mon héritage, ce n'est pas une entreprise ou un compte en banque. Mon héritage, c'est d'avoir brisé le cycle de l'abus. C'est d'avoir montré à mes neveux qu'on peut réussir sans écraser les autres et qu'on doit assumer ses actes. Si vous êtes dans une situation où l'on vous demande de vous sacrifier pour la famille, où l'on utilise votre force et votre réussite contre vous, souvenez-vous de mon histoire. Souvenez-vous de la signature sur le dossier bleu au restaurant. Et sachez que vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de sourire, de signer, et de laisser les parasites se débrouiller avec l'hôte qui l'ont essayé de tuer. Ne soyez pas le plan B de quelqu'un, soyez le protagoniste de votre propre vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Morgane. Et ceci était ma dernière et ma plus importante rénovation, celle de ma propre vie. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur la vidéo et partagez-la. Ça aide énormément la chaîne à faire connaître ces histoires. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille pour vous sauver ? Comment vous êtes-vous senti après ? Culpabilité ou soulagement ? J'ai hâte de lire vos expériences et d'échanger avec vous.
Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de résilience. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, votre valeur ne dépend pas de ce que vous pouvez donner aux autres mais de qui vous êtes. À bientôt.